Cet après-midi, alors que tous les regards sont tournés vers la Grande-Bretagne, à l'occasion du premier anniversaire du couronnement du roi Charles III, je vous amène un peu plus haut dans le temps. 30 ans jour pour jour après son inauguration, je vous raconte une prouesse de technologie qui a permis de relier deux nations qui n'ont pas toujours été amies. La France et le Royaume-Uni justement, ou la véritable histoire du tunnel sous la Manche. Quand l'idée d'un tunnel reliant la France et la Grande-Bretagne a-t-elle émergé ? Quelles difficultés politiques, techniques et financières ont ralenti le projet ? Le Brexit a-t-il eu des conséquences sur l'exploitation du tunnel sous la Manche ? Nous sommes le 6 mai 1994, il y a donc 30 ans jour pour jour. Comme souvent, au-dessus des eaux sombres de la Manche, le ciel est couvert, chargé même, tout comme la longue histoire des deux pays qui l'abordent depuis toujours et qui s'apprêtent à faire en ce jour historique un grand saut, l'un vers l'autre. Peu avant 13h, à Coquelles, près de Calais, le président français François Mitterrand, en costume gris-bleu, s'avance et serre respectueusement la main gantée de noir de Sa Majesté, la reine Elisabeth II d'Angleterre. Face à eux se trouvent deux trains, l'un arrivant de Paris, l'autre de Londres, chacun sortant des deux bouches du tunnel sous-marin reliant leurs deux pays et qu'ils sont venus inaugurer ce jour-là, après plus de 6 années de travaux titanesques. Le seul obstacle qui les sépare encore de ce rêve un peu fou, vieux de plus de 2 siècles, est un frêle ruban en dentelle de Calais, s'il vous plaît. Un ruban aux couleurs bleues, blanches et rouges, celle commune aux 2 drapeaux nationaux, en écho à cette tresse de différences et de similitudes qui relie l'Angleterre à la France depuis toujours. Ces deux peuples si éloignés, paradoxalement si proches, et qui depuis des siècles s'affrontent, s'admirent et se défient. La reine Elisabeth II, dans sa tenue rose, s'avance devant les micros et prend la parole en français. Nos relations ont connu de violentes secousses au fil des âges. Mais ces temps sont révolus. La conjugaison de l'élan français et du pragmatisme britannique a fait merveille. J'espère que le trait d'union que sera le tunnel entre nos deux pays viendra attiser encore la curiosité de nos peuples se veut. Le peuple français et le peuple britannique, aussi différents soient-ils, et en dépit de leur rivalité séculaire, se complètent bien, mieux sans doute qu'il n'y paraît. Autrefois, pourtant, l'Angleterre était déjà rattachée à l'Europe et plus particulièrement à la France. Une haute barrière de roches crayeuses reliait nos deux côtes aux emplacements actuels de Douvres et de Calais. Mais l'érosion progressive a eu raison au fil du temps de cette langue à brûler. Après cette retraite aux airs de débandade, les Romains mettront bien des années avant de se rendre maîtres de ce territoire si hostile, et ils n'y parviendront jamais tout à fait d'ailleurs. Les seuls envahisseurs qui sauront ensuite percer les défenses de cette île réputée riche et imprenable sont les navigateurs aguerris du IXe siècle, les Vikings, qui préfèrent ne pas s'y attarder et remonter à bord de leurs dracars. En 1066, Guillaume de Normandie, descendant de ces hommes du Nord, débarque ses troupes dans le Sussex. Au matin de la bataille d'Hastings, le 14 octobre, Guillaume se frotte à une coriace armée anglo-saxonne qui le combat avec détermination jusqu'à la nuit et lui fait pressentir la difficulté qu'aura ce conquérant à soumettre ce peuple. Dès lors, selon une vieille habitude de ses ancêtres vikings, Guillaume le Conquérant conserve les coutumes locales, tout en apportant à cette île autarcique la modernité de la culture continentale qui lui manquait pour s'épanouir. C'est donc une rencontre cruciale qui s'opère alors entre l'Angleterre et l'Europe qui offre à la Grande-Bretagne les premiers contours d'un visage moderne. Toutefois, on ne l'y reprendra plus, et personne, après Guillaume le Conquérant, ne réitérera l'exploit de prendre cette citadelle naturelle battue par les flots qu'est l'Angleterre. Ni la soi-disant invincible armada de Philippe II d'Espagne, ni la grande armée de Napoléon, ni les avions d'Hitler. Dès lors, le tout premier scientifique à émettre en 1751 l'idée d'un tunnel sous la Manche ne fut pas un Britannique, comme on pouvait s'en douter, mais un Français.
Il s'agit d'un géologue, un certain Nicolas Desmarais, qui donne naissance à toute une mouvance d'ingénieurs déraisonnables et à un florilège de propositions fantasques comme l'immersion d'un tube métallique posé au fond de la mer ou d'un cylindre flottant permettant de la traverser à pied. Un rêve qui devient celui d'un Français en particulier en cette année 1803 et qui, en digne héritier de César, bicorne vissée sur la tête, observe depuis des mois les mythiques falaises blanches qui se dessinent au loin. Napoléon Bonaparte, puisque c'est évidemment de lui dont il s'agit, rumine. Il attend les bonnes conditions météorologiques pour débarquer en Angleterre. Il hésite et il regrette sans doute que le projet qu'il a soutenu lors de sa paix fragile avec Londres l'année précédente n'ait pas abouti et est interrompu par l'état-major britannique qui craint une invasion. Le rêve est enterré pour de bon, croit-on, en cette fin du XIXe siècle. L'Angleterre, bien que dominant le monde par son empire et sa marine, la Navy entend demeurer une petite île fermée. Pour preuve, le nom de sa doctrine de politique étrangère alors en vogue, le splendide isolement. Pour les Anglais, travaillés par des peurs archaïques, cette idée de tunnel ne déguise rien d'autre que la fourbe intention du coq gaulois d'attacher enfin un fil à la patte au lion britannique. Mais plus pour longtemps, car après toutes ces années à se dire « je t'aime moi non plus », le vieux rêve d'unifier l'Angleterre à la France va finir par prendre vie. Tout change en 1904. Les Britanniques ont pris conscience que l'isolement ne fait pas que leur force et peut être aussi une source de faiblesse. La politique de l'entente cordiale enterre enfin celle du splendide isolement et ouvre pour de bon l'idée d'un rapprochement avec la France. Plus d'un demi-siècle plus tard, en avril 1960, lors de la visite d'État du général de Gaulle à Londres, Sa Majesté la Reine Elisabeth II prend la parole au moment du toast lors du dîner de gala à Buckingham Palace. Son accueil est tout aussi chaleureux que celui qu'ont réservé les Londoniens à l'homme de l'appel du 18 juin dans les rues de cette ville qu'il connaît bien, preuve que l'amitié entre la France et l'Angleterre n'a plus rien de fragile. Bien que nous fassions partie de l'Europe, entonne la reine en français, nous avons peut-être été enclins à considérer la Manche qui nous sépare du continent comme un fossé défensif. Mais ces temps ont changé. Ce fossé ne doit plus être un obstacle psychologique entre la Grande-Bretagne et la France. À travers ce discours, le projet maintes fois avorté d'un tunnel sous la Manche vient de renaître de ses cendres. Pourtant, une partie de l'opinion britannique, sur fond de crainte d'une soi-disant épidémie de rage, continue de freiner des quatre fers. Après un nouvel abandon du projet en 1975, les plans sont rangés dans des cartons et le vieux rêve remis au placard pour la énième fois. Plus personne ne veut y croire, si bien que lorsque la première ministre britannique Margaret Thatcher, arrivée au 10 Downing Street en 1979, remet le dossier sur la table lors de la décennie suivante, c'est une énorme surprise. Beaucoup croient à une rumeur, mais pourtant, le 19 juillet 1987 à Paris, le couple franco-anglais le plus improbable de l'histoire sort d'un bureau de l'Élysée et s'avance vers les caméras. La dame de fer, tailleur noir à motif blanc, arbore le même sourire que le président socialiste François Mitterrand. Tous deux échangent 2 Marocains de cuir, l'un rouge, l'autre bleu. Les documents qui viennent d'être ratifiés entérinent le projet d'un tunnel ferroviaire de 50 km, dont 33 sous la Manche. La presse n'en revient pas. Et dire qu'un an plus tôt, lors des négociations préliminaires à Canterbury, la délégation française avait été reçue par des sittings agressifs au cri de « Froggies out », les mangeurs de grenouilles au repas. Chaque jour, chaque nuit, les équipes se relaient sans interruption pour faire avancer leurs machines et poser les voussoirs de béton le long de son sillon. Côté anglais, on compte 8000 ouvriers. Beaucoup sont des gueules noires reconvertis, des ouvriers du charbon ayant perdu leur emploi depuis que Margaret Thatcher a fermé les bassins miniers du pays de Galles. Côté français, ils sont près de 4000, principalement originaires du Pas-de-Calais, tout aussi touchés par le chômage. Côté anglais, l'alcool est interdit sur le chantier et le tea and biscuits est privilégié lors des pauses. De l'autre, les cigarettes et le vin rouge sont distribués à même l'espace de travail. 2 mentalités donc, mais à même objectif. Car les hommes qui passent toutes ces nuits sous la mer
se sentent de plus en plus galvanisés au fur et à mesure de leur avancée, ignorant leur fatigue aux prémices de la réalisation d'un rêve que beaucoup croient encore impossible. Sur le chantier, la chaleur et l'humidité sont telles que lorsqu'ils ressortent dans la fraîcheur du matin, les corps de ces hommes sont nimbés pendant plusieurs minutes d'un nuage de vapeur d'eau et dans l'obscurité des premières heures de l'aurore, leurs silhouettes fumantes en deviennent spectrales. Le bout du tunnel. Le 1er décembre 1990, grâce au savoir-faire des équipes, la jonction tant espérée par les ouvriers et les ingénieurs a bien lieu. Ce jour-là, qui pourrait deviner en regardant depuis le ciel les eaux sombres de la Manche qu'à 100 mètres en dessous de cette mer, à 12h12 précisément, une poignée d'hommes est sur le point d'accomplir cet exploit. L'ouvrier français Philippe Cosette, tiré au sort parmi ses camarades de chantier, est en train d'abattre les derniers centimètres de parois rocheuses. Il entend de l'autre côté le marteau-piqueur de son homologue anglais. Accroupi dans sa tenue kaki, son casque blanc vibrant sur la tête, le front perlé de sueur, il redouble d'efforts. Soudain, un pan de craie bleue se décroche et une tête souriante apparaît sous un casque jaune. Les deux hommes se saisissent les mains avec émotion. « Bonjour, mon ami », dit en français l'ouvrier britannique Graham Fagg, avant d'inviter Philippe Cosette à se glisser de son côté. Médusés, les Français voient les bottes en caoutchouc de leurs camarades disparaître dans ce trou de souris. Dominant les sifflements du vent puissant qui s'engouffre brusquement dans l'ouverture, ils entendent les « hip 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 hooray » des Anglais, invisibles encore, mais plus pour très longtemps. Impatients de se retrouver, les hommes s'empressent d'agrandir le passage, après quoi tous se tombent dans les bras, les uns les autres. Les Anglais en tunique orange font une entorse à leur règlement et lampent directement au goulot les bouteilles de champagne que les Froggies ont apportées avec eux. Beaucoup de ces ouvriers si virils ne parviennent pas à retenir une larme qu'ils s'empressent d'écraser avec le coin du gant, prétextant avoir reçu dans l'œil une poussière de craie bleue. Il est vrai qu'il y a de quoi être ému. Ces hommes viennent de réaliser un exploit sans précédent. Celui de dresser sous la mer un pont entre deux pays étroitement liés par l'histoire, longtemps pour le pire et en ce jour pour le meilleur. Les ouvriers font ensuite leurs adieux à leur chère machine. Toutes sont à bout de souffle. Robbins, la foreuse anglaise, est abandonnée sur place, enterrée sur le bord du tunnel. Brigitte, elle, est découpée au chalumeau, puis envoyée à la casse. 5 mois plus tard, Catherine et Europa trouvent leur chemin jusqu'aux galeries anglaises, provoquant de nouvelles scènes de liesse dans les entrailles de la terre. En signe de victoire, les hommes lèvent leurs casques à bout de bras, comme à l'issue de l'une de ces batailles médiévales à laquelle se sont livrés par le passé tant et tant de soldats français ou britanniques, à la différence près qu'aujourd'hui, tous sont vainqueurs. Le 10 décembre 1993, enfin, après 6 années de travaux et d'efforts, le tunnel sous la Manche est prêt à l'emploi. Londres et Paris, ces deux grandes métropoles de l'Ouest européen, longtemps opposées l'une à l'autre, mais que tout rapproche, peuvent désormais être reliées en 3 heures de train. Légère déception toutefois, 6 mois plus tard, quand les premiers Eurostar se mettent à circuler. Les trains, en effet, ne sont pas aussi pleins qu'on aurait pu l'espérer. Car oui, on a beau être à l'aube de l'an 2000, l'idée de voyager sous la mer est si révolutionnaire qu'elle en effraie encore plus d'un. Mais petit à petit, le tunnel parvient à conquérir le cœur de millions de voyageurs. De part et d'autre de la Manche, une légende voit le jour, au point que nombreux sont ceux qui, pendant des années, croient dur comme fer que le tunnel est transparent et qu'il est possible d'observer les poissons nager depuis la vitre du train. N'en déplaise à ces grands rêveurs, nous ne sommes pas dans un roman de Jules Verne. Mais la réalité pourtant a de nouveau dépassé la fiction. Ainsi, le tunnel sous la Manche, l'un des projets les plus fous et les plus ambitieux jamais créés par l'homme, suscite-t-il l'admiration du monde entier. En 1997, l'Association américaine des ingénieurs en génie civil place le tunnel sous la Manche au premier rang du classement des 7 merveilles du monde. En 2007, non pas tant à cause d'un mauvais souvenir pour les Français qu'en raison de la volonté de réduire un peu plus le temps du voyage, la gare de Waterloo n'est plus le point d'arrivée des Eurostars qui dorénavant tracent leur route jusqu'à St. Pancras en seulement 2 heures et 15 minutes.
La jonction Paris-Londres n'a jamais été aussi rapide. Pourtant, en 2016, un ralentissement inattendu survient. À la surprise générale, le peuple anglais, renouant avec ses vieux démons, s'apprête à tourner le dos à nouveau à l'Europe lors d'un vote favorable au Brexit. Une séparation qui sera finalement effective au 31 janvier 2020. Beaucoup d'Européens peinent à comprendre ce choix. Comment le splendide isolement, cette doctrine que l'on croyait archaïque, a-t-elle pu revenir ainsi si vite au goût du jour en plein XXIe siècle ? La réponse est simple, elle n'a jamais vraiment cessé d'exister. L'attirance pour l'autarcie n'était pas morte, mais coexistait avec celle du rapprochement, à l'image d'une Angleterre toujours entre deux eaux. La greffe aura donc pris, mais sans toutefois fonctionner pleinement. Ainsi, l'île britannique prend-elle la décision de remettre les voiles, de reprendre le large, voguant vers son destin propre. Face à l'incompréhension du vieux continent, beaucoup de questions sont laissées en suspens, mais une chose semble claire désormais. Ces deux territoires taillés dans la même pierre abritent deux peuples qui continuent après tout ce temps à ne pas être faits du même bois. Et pourtant, les liens qui unissent l'Angleterre et l'Europe ont quelque chose d'indéfectible. Depuis 4 ans, le Royaume-Uni se drape à nouveau dans sa fierté historique, par-delà cette mère protectrice chantée naguère par Shakespeare. C'est le moment de citer la suite de ce texte que j'évoquais au début de ce récit, l'un des passages les plus connus de la littérature anglaise, dont beaucoup disent qu'il a inconsciemment pesé lors du vote en faveur du Brexit. « Je sens en moi soudain le don de prophétie », écrit le grand dramaturge dans la tirade de l'un de ses personnages. Ce pays fraternel, chère patrie, si chère par le nom qu'elle a de par le monde, est maintenant hypothéqué comme une métairie, un misérable fief. L'Angleterre, cernée par la mer triomphale, de qui les bords rocheux repoussent les assauts des lames de Neptune. L'Angleterre qu'on vit à servir les nations s'asservit elle-même, ainsi pour notre honte. Ici, le génie de Shakespeare n'est pas tant d'énoncer son propre patriotisme que de capter plus largement la fierté et les angoisses existentielles de son peuple, pressentant d'une certaine manière, avec des siècles d'avance, ce mauvais penchant britannique très puissant, bien qu'irrationnel, la peur de commettre une erreur fatale en s'ouvrant sur le monde extérieur. Pour les Britanniques, l'isolement, aussi absurde que cela puisse paraître à nous autres continentaux, constitue pour ces âmes insulaires la source même de leur bonheur et de leur sentiment de liberté. Toutefois, malgré cette incompréhension, un lien tacite nous unit, dont ce tunnel dont on célèbre les 30 ans de son inauguration aujourd'hui. Un tunnel certes invisible depuis la Terre, mais bien réel dans ses profondeurs, qui reste la preuve tangible. Car, même isolée, l'Angleterre ne parviendra sans doute jamais à totalement tourner le dos à sa physiologie européenne. Et même si le tunnel sous la Manche devait un jour disparaître, l'Angleterre continuerait de faire partie du continent et de partager avec la France en particulier, par effet de miroir, un étrange reflet déformant. Au fond, l'Angleterre et la France sont deux vieilles voisines qui, après s'être longuement haïes, ont fini par bien se connaître et à se lier d'une amitié inattendue, dont la preuve est ce pont sous la mer qui continue de nourrir l'espoir, un peu plus français peut-être, que nos destins, malgré tout, continuent d'être amarrés l'un à l'autre. C'est du moins ce que s'obstinait à croire Victor Hugo en écrivant ces mots « L'Angleterre toujours sera sœur de la France ». Europe 1, historiquement vôtre. Bertrand Lemoine, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. En 1997, l'Association américaine des ingénieurs en génie civil place le tunnel sous la Manche au premier rang du classement des 7 merveilles du monde moderne. Vous êtes d'accord? Est-ce que ce tunnel est une merveille de réalisation humaine et de construction?
Oui, ça reste encore aujourd'hui une merveille exceptionnelle parce que, bien sûr, il y a des tours aujourd'hui qui font plus de 800 mètres de hauteur, il y a des ponts qui font 2 kilomètres de portée, il y a des grands barrages, il y a des grandes constructions exceptionnelles. On est allé sur la Lune, bien sûr. Mais le tunnel sous la Manche reste dans son registre de grands tunnels sous-marins, quelque chose d'absolument unique, exceptionnel et qui garde, à mon avis, toute sa qualité et sa place dans les 7 merveilles ou multiples merveilles du monde moderne, en tous les cas. Bertrand Lemoine, le 1er décembre 1990 à 12h12, une poignée de main effectuée sous la Manche entre, dans l'histoire, celle de 2 ouvriers, un Français, Philippe Crozet, et un Britannique, Graham Fagg. Quelques heures avant l'événement, Europe 1 s'était entretenu avec Philippe Crozet. Écoutez. Il reste plus grand-chose, il reste qu'une trentaine de centimètres. Je serai en tête, j'aurai deux collègues qui viendront m'aider, et puis de l'autre côté, il y aura l'anglais qui en fera de même. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous avez déjà prévu quelque chose? Je crois que ça va se faire plutôt sur le coup. Alors dites-moi en anglais ce que vous allez dire. Je dirais peut-être la première chose, congratulations. Bertrand Lemoine, que représente cette poignée de main? De quoi est-elle au fond le symbole? Oui, on peut imaginer que on a percé des 2 côtés de la Manche à la fois, à partir de la France et à partir de l'Angleterre, ce tunnel. Et les 2 galeries, les demi-galeries devaient se rejoindre. Et le moment où elles se sont rejointes sous la Manche, au milieu donc du percement, eh bien, c'était un grand moment. Et cette poignée de main, on a d'ailleurs tiré au sort les deux ouvriers qui ont pu avoir l'honneur de se serrer la main pour symboliser cette jonction entre les 2 éléments, a été un grand moment parce qu'elle montrait qu'effectivement, on avait enfin réalisé cette percée. Et au-delà de ça, bien sûr, elle symbolisait une poignée de main cordiale entre nos 2 pays qui ont été parfois ennemis et qui ont été quand même depuis longtemps maintenant alliés et même amis. Et je pense que cette poignée de main est hautement symbolique de cette relation si particulière qui nous unit avec la Grande-Bretagne. Le projet d'un tunnel sous la Manche ne date pas d'hier. Il a vu le jour à la fin du XVIIIe siècle, époque à laquelle la technique ne permettait pas de le réaliser. Plusieurs décennies durant, des dizaines de projets ont été envisagés. Est-ce que parmi ceux-là, il y a eu des projets farfelus et totalement irréalisables ? Oui, ça fait beaucoup. L'idée de franchir la Manche, c'est symbolique, donc c'est aussi quelque chose qui a beaucoup excité l'imagination des ingénieurs, des inventeurs, et parfois des inventeurs un peu farfelus. Effectivement, il y a eu par exemple en 1860 un ingénieur qui a eu l'idée totalement irréalisable, utopique, de faire un pont d'une seule portée, donc de 33 kilomètres de portée à travers la Manche, avec un système de grillage, de fils de fer, etc., qu'il a très sérieusement étudié, mais il n'a peut-être pas imaginé qu'un pont comme celui-là se serait absolument effondré. Même un pont de 4 kilomètres se serait effondré. Donc 33 kilomètres, c'était vraiment plus qu'une utopie, c'était vraiment un délire. Il y a eu d'autres projets amusants, par exemple l'idée de faire rouler sous la Manche, sur une voie ferrée immergée au fond de la Manche, des espèces de bateaux de locomotives qui auraient traversé la Manche comme ça en alternance. Il y a eu ça fait beaucoup de fantasmer, beaucoup délirer, des tubes flottants, des ponts mixtes, des choses qui ont un peu défrayé la chronique, mais qui aussi fait progresser la réflexion en termes de grands travaux et de génie civil tout au long de ces 2 derniers siècles. Le tunnel tel qu'il a été conçu a été creusé dans la craie, une 50aine de mètres en dessous des fonds marins, mais on a aussi envisagé de construire ce tunnel sur les fonds marins, une sorte de tube. Pourquoi ça n'a pas été retenu ? Parce que c'était irréalisable ou trop cher ou... Alors, la solution du tube immergé, éventuellement, on creuse une tranchée puis on pose un tube au fond, elle était sérieusement étudiée, il y a eu pas mal de projets, et c'est une solution qui reste d'actualité. Je rappelle qu'une partie du métro parisien traverse par exemple la Seine de ce point de vue-là, de cette manière-là, et le grand pont qui est en cours de réalisation, le grand tunnel, qui va réunir l'Allemagne au Danemark, qui fait à peu près une 20aine de kilomètres, c'est un gros tube en béton, une espèce de grand caisson en béton qu'on immerge par segments au fond de la mer. Donc c'est une solution qui aurait pu être adoptée. Pourquoi est-ce qu'on a choisi un tunnel foré sous la mer? Parce que tout simplement on a une veine de craie assez compacte qui permet de creuser assez aisément au fond un tunnel, et que c'était plus simple de le creuser, y compris face à un trafic maritime important, peut-être moins risqué que de poser un tube au fond de l'eau. Bertrand Lemoine, le 14 novembre 1994, les équipes d'Europe 1 recueillaient les impressions des tout premiers passagers de l'Eurostar, dont le premier départ était prévu à 8h07, gare du Nord. Écoutez. Oui, vu mon grand âge, je croyais jamais le prendre. Pourquoi, quel âge avez-vous sans indiscrétion? 74 ans.
Je vois les progrès qui sont faits en l'espace de 30 ans de temps, c'est tout de même formidable. J'attendais ça avec impatience. Ça provoque un petit peu une espèce d'excitation, oui. Les enfants sont venus. Quel âge as-tu? C'est avec l'école, on a décidé que Séverine, elle irait passer le tunnel sous la Manche et elle fera un reportage dans sa classe. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez pris l'Eurostar? Aujourd'hui, on s'est habitué, mais à l'époque, c'était quand même un événement, non? Je m'en souviens bien, d'autant plus que c'était une surprise. Mon épouse m'a acheté un billet en me disant je ne sais pas où on va. On est allé à la gare du Nord, je me suis commencé à me douter de quelque chose et j'ai traversé évidemment pour la première fois, comme maintenant des millions de personnes, ce tunnel qui au fond n'est pas si impressionnant que ça. J'avais été auparavant tout de même visiter le chantier du tunnel, donc on ne traversait pas encore à l'époque puisque le tunnel n'était pas achevé. C'était extrêmement impressionnant, c'était une espèce de grande galerie avec de la chaleur, de l'humidité, du bruit, des machines, une espèce de train entier qui forait de manière continue ce tunnel. C'était vraiment un souvenir aussi très très impressionnant. En tous les cas, la première fois que je l'ai traversé physiquement, eh bien c'était quand même, presque prendre le métro au fond pour aller à Londres et qui rapprochait Londres et qui le rapprochait physiquement en temps mais aussi symboliquement de notre pays. C'était vraiment un grand souvenir. Est-ce que c'est plus impressionnant de le prendre en train par l'Eurostar ou d'aller en voiture? Le tunnel, on le prend en voiture parce qu'on charge sa voiture sur une navette, sur un train. Sûr, on peut rester éventuellement. Donc on est quand même dans les mêmes conditions. Le train traverse le tunnel à peu près en 25 minutes. C'est au fond la durée d'un trajet en métro. C'est pas plus impressionnant. Au début d'ailleurs, on peut imaginer qu'on est sous la mer et on oublie très vite ce phénomène pour penser qu'on est simplement, dans une grande galerie qui nous mène d'un côté à l'autre du channel, mais sans problème particulier. À l'inauguration du tunnel, certaines personnes étaient totalement réticentes à l'idée d'emprunter un tunnel creusé sous la mer. C'est vrai qu'il ne faut pas être claustrophobe. Quelles mesures ont été mises en place par les constructeurs pour assurer la sécurité de cet espace? Je ne sais pas, en cas d'incendie, certaines personnes peuvent paniquer, non? Oui, on est quand même à 100 mètres sous le niveau de la mer, au plus profond, et puis on est quand même au milieu d'un détroit qui fait 33 km de large. Enfin, le tunnel fait lui-même 50 km, donc si on s'arrête au milieu, on est quand même assez loin de la sortie. Donc il y a pas mal de mesures qui ont été prises pour évidemment pallier à tout risque, notamment le déraillement d'un train permettrait d'évacuer les passagers par un tunnel central. Il y a 3 tunnels en réalité, un dans chaque sens, et un au milieu qui est un tunnel d'évacuation. Et le danger principal, c'est effectivement le risque d'incendie. Un incendie avec les fumées qui se dégageraient à l'intérieur d'un tunnel comme ça, on l'a vu d'ailleurs dans d'autres tunnels, c'est toujours des conséquences importantes. Donc les trains doivent sortir du tunnel s'il y a un incendie. Il y a tout un tas de systèmes d'extincteurs automatiques, des gaz spéciaux pour étouffer l'incendie qui ont été prévus. Donc on a cherché à minimiser le risque. Il existe quand même parce que des voitures et des camions avec des réservoirs chargés d'essence traversent le tunnel sur des navettes. Mais l'expérience a montré qu'il y a eu quelques alertes, quelque chose qui ont permis de renforcer ces mesures. Elles sont à mon avis très très précautionneuses pour que justement on n'ait jamais d'incendie sous le tunnel sous la Manche et que l'ensemble des millions de passagers puissent le traverser toujours en toute sécurité. Vous l'avez rappelé, la profondeur du tunnel, c'est environ 100 mètres sous le niveau de la mer. À cette profondeur, quelles sont les principales difficultés auxquelles les concepteurs et les constructeurs du projet ont pu se heurter? La principale difficulté, c'est que quand on a creusé ce tunnel avec des gros tunneliers qui faisaient quand même 7,50 mètres de diamètre, c'est des grosses galeries quand même qui fordent le tunnel et qui creusent dans la roche, eh bien cette roche, elle est quand même pas complètement imperméable. Donc il y a des infiltrations d'eau et à 100 mètres sous le niveau de l'eau, on a de l'eau sous haute pression. Donc il fallait que ces tunneliers soient étanches et qu'au fur et à mesure que le tunnelier avance, on puisse garnir la paroi du tunnel de ce qu'on appelle de voussoirs, c'est-à-dire d'éléments d'abord en fonte et puis ensuite en béton préfabriqués qui permettent ensuite d'avoir une étanchéité absolue à l'intérieur du tunnel. Et donc la gageure, c'était d'avancer, creuser dans un milieu avec de l'eau, sous pression, et en même temps tout de suite pouvoir étanchéifier le tunnel. C'est vraiment ça qui était la grosse difficulté dans cette profondeur à laquelle on creusait le tunnel. Bertrand Lemoine, on a parlé des difficultés techniques et financières qui ont émaillé le projet de construction d'un tunnel sous la Manche, mais il a également été ponctué de problèmes politiques. Finalement, la réalisation de ce projet est une prouesse par plusieurs aspects. Oui, c'est certainement une prouesse technique de creuser un autre tunnel sous-marin, mais il faut bien penser que ce tunnel a été commencé et abandonné en 1880, en 1976, donc à 2 reprises déjà, malgré de multiples projets, et il a été abandonné dans le premier cas
parce que les Anglais, tout d'un coup, une partie de l'opinion avait des réticences, craignaient que le tunnel serve à envahir l'Angleterre. Dans le deuxième cas, parce que il fallait financer, que l'État britannique devait financer une liaison du tunnel jusqu'à Londres. Il y a eu plusieurs causes qui font que la conjonction, au fond, d'une possibilité technique de le faire, d'une volonté politique certainement affirmée, surtout peut-être affirmée du côté français davantage que britannique, et puis d'un montage financier complexe je rappelle que le tunnel est entièrement financé sur des fonds privés, avec une société qui a été créée, des emprunts qui ont été souscrits, etc. Eh bien, il a fallu que, au fond, les planètes s'alignent pour que on puisse réaliser effectivement ce tunnel et l'inaugurer, comme vous l'avez rappelé, avec Margaret Thatcher et François Mitterrand et la reine Elisabeth II. Et y a-t-il dans le monde d'autres projets de tunnels sous-marins ? En 1994, à l'inauguration du tunnel sous la Manche, le président François Mitterrand parlait d'une Europe à la pointe de la technologie. C'est toujours le cas ? Alors, d'abord, il y a d'autres tunnels sous-marins en projet, parce que... Non, c'est un pont entre la Suède et le Danemark, pardon. Alors, il y a un pont mixte, pont et tunnel qui existe. Il y a un nouveau tunnel qui est en cours de réalisation entre la Suède et la Norvège, de 27 km, entre l'Allemagne et le Danemark, un peu plus petit, on en a parlé, d'un tube immergé. Mais il y a aussi des grands projets, alors là, qui sont plus de l'ordre du fantasme, notamment le creusement du détroit de Gibraltar, compliqué, il faudrait descendre très très profond, entre Helsinki et Tallinn, donc entre la Finlande et l'Estonie, il y a un projet de tunnel, il ferait 100 km. Entre les Émirats, entre Fujairah et Mumbai en Inde, il y a un énorme tunnel qui est aussi imaginé. Voilà, il y a d'autres endroits, détroit de Bering, la Sicile, entre la Sicile et la Tunisie, la mer d'Irlande, entre le Japon et la Corée, et peut-être même à Taïwan, mais ça je pense pas qu'il se fasse aussitôt, à moins que. On a quand même des grands projets, parce qu'il y a des grands isthmes marins à traverser, que les traverser par un pont, surtout quand c'est profond, c'est beaucoup trop compliqué et risqué. Le tunnel est une solution qui peut-être dans l'avenir nous ménagera de nouvelles solutions. Est-ce que l'Europe sera capable d'y répondre ? Il y a des projets européens aussi en cours, à garder une avance, enfin en tous les cas un savoir-faire technologique certes. Rappelons tout de même que les grands tunneliers qui avaient été utilisés pour tunnel sous la Manche étaient plutôt de fabrication en partie japonaise. Donc il y a aussi maintenant peut-être un savoir, une expertise qui s'est un peu diluée dans notre vaste monde. Un mot pour finir sur le Brexit, ce divorce entre la Grande-Bretagne et l'Europe. A-t-il eu des conséquences sur l'exploitation du tunnel sous la Manche ? Alors, paradoxalement, on n'a pas vu d'incidence parce qu'il y a toujours un trafic important. Il a beaucoup baissé en 2020 à la faveur, si j'ose dire, de l'épidémie de Covid, qui a ralenti, bien sûr, les échanges à la fois de marchandises, mais d'hommes aussi. Il a repris, il est en train de reprendre et retrouver des niveaux antérieurs équivalents à ceux de 2019. Donc on voit pas pour l'instant d'incidence parce que au fond le commerce, d'une part, entre la Grande-Bretagne et le reste du continent, il n'y a pas que la France qui est concernée, bien sûr. Et puis les transports, les voyages, le tourisme, etc. lui-même n'a pas baissé. On n'est pas fâché avec les Anglais et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à se rendre en Angleterre et d'Anglais qui viennent ou de Britanniques qui viennent sur le continent à travers le tunnel. Le Brexit n'est pas, malgré l'obstacle politique qu'il pose évidemment, ou la gestion même des échanges commerciaux, je pense que le tunnel continue, malgré le Brexit, à remplir sa fonction de trait d'union entre nos deux peuples, nos deux pays. Merci beaucoup Bertrand Lemoine de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire du tunnel sous la Manche. Je rappelle votre livre Sous la Manche, le tunnel, paru aux éditions Gallimard. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.